Quand on pense à films de super-héros, on pense presque automatiquement à des blockbusters à plusieurs centaines de millions de dollars, produits par Marvel ou par DC. Des blockbusters qui visent un public très large et qui proposent des effets spéciaux et des scènes d'action ultra spectaculaires. Et on peut dire que depuis une vingtaine d'années, on en aura eu droit à des moments épiques où l'on voit des super gentils sauver le monde contre une menace, et principalement du côté des menaces, on a affaire à des méchants très méchants qui veulent soumettre, dominer le monde, etc. etc. Et au risque de vous choquer, eh bien les méchants proposés dans les films de super-héros au cours des années 2000, eh bien ils étaient plutôt bien travaillés. Dans les Spider-Man de Sam Raimi, le Bouffon Vert et Octopus par exemple, ils étaient juste excellents. Même chose pour des mecs comme Magneto dans les X-Men. Et attention, ces méchants-là, ils sont apparus au tout début des adaptations de chez Marvel. Début 2000, c'était tout nouveau à l'époque. Bien sûr, c'était pas toujours génial, mais globalement, on a eu droit à des méchants quand même assez inoubliables. Et ça, quelle que soit la génération. Si on avance un petit peu dans le temps, par exemple, dans l'incroyable Hulk de 2008, on ne peut pas oublier la prestation survitaminée de Tim Roth dans le rôle du Capitaine Lansky, et bien évidemment, on ne peut pas oublier celle de Josh Brolin dans les Avengers. Même synthétisé en 3D dans la peau d'un colosse de 3 mètres de haut, il a su insuffler une épaisseur et une humanité à son personnage. Bien évidemment, les méchants de chez Marvel sont moins nombreux que tous les gentils qui sont proposés. Il y en a tellement qu'il faudrait plusieurs vidéos pour pouvoir les comptabiliser. Marvel fourmille de grosses licences et de personnages iconiques. Captain America, Spider-Man, Black Panther, Wolverine, sans oublier, et ça c'est un exploit quand même assez osé, Marvel a osé s'accaparer des références de la mythologie nordique, comme Thor par exemple. C'est quoi cette triche sérieux, comme s'ils en avaient pas assez des super-héros? Alors que, étrangement, du côté des adaptations de chez DC Comics, c'est un peu plus particulier. Par exemple, si je vous demande de me répertorier les super-héros de chez DC Comics, vous allez me sortir direct Batman, Superman, un petit peu Wonder Woman, Green Lantern aussi, en réfléchissant un peu, et c'est tout. Alors qu'il y en a un bon paquet de super-héros dans les comics d'ici. Pour autant, on retiendra principalement les deux icônes de cette écurie, à savoir les deux héros les plus opposés du game, Batman et Superman. You don't understand. There's no time. I understand. Par contre, s'il y a bien une grosse différence chez DC par rapport à Marvel, c'est du côté des méchants. Car là, c'est une autre histoire. Si Marvel se démarque par sa multitude de héros, du côté de chez DC, c'est principalement les méchants qui se démarquent des autres. Et les plus iconiques, ils sont casés du côté de chez Batman. Bien évidemment, on aura droit à d'autres méchants bien badass dans d'autres licences, comme par exemple Lex Luthor ou le Général Zod pour Superman. On a aussi Black Manta chez Aquaman, mais globalement, quand on pense à méchants et DC, on pense naturellement aux méchants de chez Batman. Et les méchants de chez Batman, ils ont quelque chose de particulier, ils se démarquent tous les uns des autres. D'autant plus qu'on aura eu l'opportunité de les voir absolument partout, sur papier, sur grand écran et sur console. Double Face, le Pingouin, Catwoman, Poison Ivy, Solomon Grundy, Bane, que des mecs déter, identifiables, sacrément dangereux, et bien sûr inoubliables. Même un perso aussi cliché et infantilisant comme Mr. Freeze, eh bien ils auront réussi à le rendre super intéressant dans l'excellent jeu vidéo Arkham City, un jeu que je conseillerais jamais assez et qui refuse toujours autant de vieillir. Je rappelle qu'on parle d'un jeu sorti en 2011. Mais quand on pense à méchant de Batman, justement, à qui on pense plus particulièrement? Forcément, on pense direct au Joker. Le prince du crime, le clown psychopathe, un individu tellement iconique et fascinant qu'il aurait été suradapté à presque toutes les sauces. Dans les comics, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, et bien sûr et surtout au cinéma, parce qu'on en a vu défiler un paquet, où chacun a sa préférence en fonction des générations. Un personnage qui aura su évoluer et proposer un style différent au cours de chaque film, avec ses bons et ses mauvais côtés. Même si j'estime qu'il commence un peu trop à tirer sur la corde et qu'il devrait laisser tranquille un méchant pareil pendant une bonne petite décennie, histoire de conserver le côté mystérieux et terrifiant du personnage, chacune de ses apparitions nous fascine et pour la plupart d'entre nous, le Joker restera le méchant iconique de l'univers de Batman, mais pas que. Pour moi, c'est le méchant iconique, ultime, tout comics confondu. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons que l'on pourrait évoquer, de par son style, déjà, un style aux antipodes du méchant lambda, le principe du clown vicieux a toujours dégagé quelque chose d'aussi fascinant que flippant,
Sa soif de chaos, de violence, de destruction, de malveillance, son zèle à constamment pourrir la vie des gens et celle du détective, au point de bousiller la vie de son entourage pour mieux le tourmenter, son point de vue sur la société, sa vision du monde et du crime, ou encore son rôle d'antagoniste parfait avec le Chevalier Noir de Gotham. Ça, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Et bien évidemment, on pourrait parler des heures de chaque Joker proposé rien qu'au cinéma, car chacun propose un angle particulier. Et le plus particulier de tous, on va pas se mentir, c'est pour moi le Joker mis en scène dans le film de Todd Phillips. Parce qu'on a affaire ici à un Joker au style quasi expérimental, oui, mais aussi et surtout à un Joker foudroyant de réalisme. Et je dois dire que si j'avais été estomaqué par la performance d'Heath Ledger dans The Dark Knight, et que j'étais intimement convaincu qu'on ne ferait jamais mieux en termes d'interprétation, je dois admettre que j'ai revu mon jugement lorsque j'ai découvert celle de Joaquin Phoenix dans Joker, un film qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie vers fin 2019. Pour rappel, le dernier Joker qu'on avait vu au cinéma avant la version de Todd Phillips, c'était la version de Jared Leto dans Suicide Squad. Donc autant dire que le public était très inquiet quant à une potentielle nouvelle version du Joker. Et à raison, qu'est-ce que DC comptait bien foutre? Surtout avec un acteur aussi illustre et professionnel que Phoenix. Une chose est sûre, le tout premier teaser annonçait quelque chose de très particulier, d'expérimental même, du jamais vu. On sait pas trop ce qui se préparait, mais ça s'annonçait très simpliste au niveau de la mise en scène. Je rappelle qu'à l'époque, on s'approchait du final de la phase 3 du MCU. On est à fond dans les films de super-héros qui grouillent d'effets spéciaux, à quasi chaque plan, et du côté de l'industrie DC, on a eu droit à toute l'artillerie lourde du studio. Un nouveau Superman, un nouveau Batman, une nouvelle Wonder Woman, un Aquaman tout musclé, et bien sûr un nouveau Joker, en la personne de Jared Leto dans Suicide Squad, ainsi que le Justice League Director's Cut. Et comme pour les films de la licence Marvel, là aussi, on a eu droit à des longs métrages qui grouillaient de moyens et des sommes astronomiques à la production. Et là, on a ce film qui débarque un peu par surprise. Une nouvelle version du Joker dans un univers complètement différent, à des années et des années-lumière de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et c'était complètement dingue. Remettez-vous dans le contexte de l'époque, et c'était il y a pas si longtemps. On se retrouve dans un autre univers, un autre monde, notre ancien monde même, en quelque sorte, vu que l'histoire se déroulera au tout début des années 80, dans un Gotham City que l'on peut qualifier d'ultra réaliste. Ici, pas de mise en scène gothique à la Burton, pas d'esthétique froide et aseptisée à la Christopher Nolan, cette fois on a affaire à une autre ambiance. Une ambiance plus lourde, plus démoralisante et bien plus anxiogène, à presque tous les niveaux. Pourquoi presque? Eh bien parce que pour une fois, l'histoire ne se concentre pas autour du manoir prestigieux des Wayne ou des hautes sphères de la ville. Cette fois, on se trouve dans les bas-fonds, dans un monde qui ne fait pas spécialement rêver, un monde de crise économique, de dumping social, d'insécurité et de désespoir. On est dans la rue, au sens propre. Et attention, on n'est pas dans une rue fantasmée avec une ambiance surréaliste. Au contraire, la rue est presque un personnage à part entière. Et un personnage ultra réaliste. Entre les ruelles dangereuses, les rues qui grouillent de monde, les HLM à perte de vue et les transports en commun surchargés, on a affaire à un Gotham City surpeuplé, tentaculaire. Et pour en rajouter en glauque et en réalisme, les éboueurs et autres personnels chargés de la propreté de la voie publique font grève, ce qui fait que des milliers de sacs poubelles pleins à craquer jonchent les rues en piles presque infranchissables, à tel point où il n'y a presque pas un seul plan qui ne montre pas une rue jonchée de sacs de détritus. En bref, le terreau est parfait pour construire un méchant aux idées plus qu'extrêmes. Car contrairement à la quasi-intégralité des films de super-héros, côté Marvel comme DC, cette fois nous ne sommes pas dans les pompes du gentil, mais celle de l'antagoniste, une sorte de méchant qui, contrairement à tous les autres Jokers précédents, est tout sauf un méchant à proprement parler. Mais ça on y reviendra. Avant ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur qui est derrière le film Joker. Si vous avez une culture ciné relativement correcte, le nom de Todd Phillips doit forcément vous dire quelque chose, car il s'est principalement fait connaître aux yeux du grand public au milieu et à la fin des années 2000, notamment via deux longs métrages. Son adaptation de Starsky et Hutch en 2004, une comédie, que je prononce avec des guillemets car ce film est assez particulier. On avait affaire à une semi-comédie qui d'un côté se voulait fidèle à la série d'origine, mais en même temps ça prenait pas mal de liberté. Un peu trop en fait, à tel point où les fans de la série en étaient réduits à calculer le nombre colossal de différences entre la série et son adaptation. Le film n'était pas génial, loin de là, mais on sent que Phillips a du talent. Niveau photographie, ambiance, mise en scène, c'est pas un manche. D'ailleurs, si vous regardez Starsky et Hutch avec le regard d'aujourd'hui, même si le film a passé les 20 ans, il n'a pas pris une ride. Le film est un succès au box-office, mais la critique est plutôt virulente. Il faudra attendre 5 ans pour que Todd Phillips fasse à nouveau du bruit.
Beaucoup de bruit en fait, avec Very Bad Trip ou The Hangover en version originale. L'histoire d'une bande de potes qui se retrouvent embarqués dans un tas d'emmerdes après avoir trop picolé au cours d'une soirée à Las Vegas. Certains gags peuvent être un petit peu lourdingues, mais globalement, on a affaire à un spectacle qui est réussi dans son ensemble. L'alchimie entre les acteurs est réellement palpable et les situations rendent le film unique en son genre, avec un humour provocateur et sacrément osé. Le film a été un gros succès, et à l'époque je me rappelle, les salles se remplissaient au fur et à mesure des semaines grâce aux bouche à oreille. Very Bad Trip d'ailleurs aura tellement cartonné que Todd Phillips aura sorti 2 suites, un deuxième volet en 2011 et un troisième en 2013. Phillips était quand même très prolifique, car entre 2009 et 2011, entre la production du premier et du second Very Bad Trip, il aura réalisé That Limit, un road movie vraiment original et franchement intéressant, à savoir un duo n'ayant absolument rien en commun, obligé de traverser plusieurs villes pour rentrer chez eux. Le concept était vraiment cool, mais c'était pas si ouf que ça. À l'époque, quand on l'a vu, on a ri un peu jaune. On était loin de la gaudriole et de l'humour beauf assumé quasi non-stop de Very Bad Trip. Là, Todd Phillips revenait à un type d'humour un peu plus personnel, similaire à celui qu'il nous avait servi dans Starsky et Hutch. En gros, le concept était fun, mais c'était pas terrible. Avec les succès au box-office des Very Bad Trip, Phillips a pu s'embarquer dans des projets un peu plus originaux, notamment War Dogs, une sorte de Lord of War en plus fun. Très intéressant, mais au concept assez éloigné par rapport à ce qu'il nous avait proposé jusque-là. Une chose est sûre, la marque de Todd Phillips, c'est son humour, très particulier, un peu trop personnel, pas forcément génial, avec des gags parfois réussis, parfois ratés, des gags qui s'essoufflent à cause d'une mise en scène qui s'étire un petit peu trop en longueur, mais globalement, son cinéma est qualitatif, notamment au niveau de la mise en scène et la photographie, car Phillips sait tenir une caméra, il sait rendre ses films tout simplement beaux, visuellement. Pour preuve, re-regardez Starsky et Hutch, Very Bad Trip ou That Limit, eh bien tous ces films sont visuellement soignés, plutôt riches et esthétiquement léchés, et c'est une qualité qu'on peut pas lui enlever. Il révolutionne pas le monde du cinéma, ça c'est sûr, mais au moins, ça claque. Mais bref, 10 ans après Very Bad Trip, en 2019, Todd Phillips nous sort son projet le plus ambitieux. Un projet aussi ambitieux qu'inattendu, à savoir mettre en scène le Joker en rôle principal dans un long métrage. Mais cette fois, sans Batman, sans grand méchant issu du même milieu, et avec en plus une touche que l'on peut qualifier d'underground, voire quasi expérimentale, en comparaison avec le reste. Quand on a découvert le tout premier teaser, on n'a pas trop compris. Une sorte de shoot test où l'on voit Joaquin Phoenix les mains dans les poches avec la caméra qui s'approche tout doucement, jusqu'au moment où on le voit tout maquillé, avec une musique chill, mais dans l'ensemble, ce que l'on y voyait sonnait grave creepy. On a tous pensé qu'on avait affaire à une plaisanterie. On n'avait ici absolument rien à voir avec le côté coloré et cartoonesque de la version Burton, rien à voir avec la version dark et aseptisée de Christopher Nolan, et bien évidemment rien à voir avec tout le reste. Ici, on découvre un Joker au style simpliste, presque grossier, l'antithèse de quelque chose qui pourrait sonner comme un blockbuster estival. On sentait le truc ambitieux, oui, mais aussi le truc très risqué. Et j'admets avoir eu assez peur pour le studio, surtout quand on voyait ce qu'on produisait chez Marvel au même moment. Jusqu'alors, DC a toujours plus ou moins eu l'habitude des films au concept plutôt casse-gueule. Mais là, le The Dark Knight de Nolan par exemple, il proposait un style particulier. On slalomait un petit peu entre le blockbuster hollywoodien à gros budget et le style film indépendant. Le Watchmen de Zack Snyder nous télescopait dans un univers ultra violent, avec une mise en scène très graphique, et avec un contenu, un arrière-plan géopolitique, au cœur d'une uchronie dystopique. Le Man of Steel de ce même Snyder aussi proposait quelque chose, une relecture totale de Superman. En bref, niveau étrangeté et prise de risque, l'écurie DC Comics était loin, très loin d'être à son premier coup d'essai. Mais là, le projet qui s'annonçait, c'était quelque chose. Et les projets extrêmes dans ce genre-là, c'est ou le beat total, ou alors le triomphe. Et dire que Joker a été un triomphe, ce serait de l'euphémisme, parce que Joker a été un carton juste colossal. Le film a à peine coûté 55 millions de dollars, et il en a rapporté 1 milliard. Est-ce que vous réalisez 55 millions de dollars au budget, 1 milliard au box-office. Alors oui, la même année, Avengers Endgame a presque rapporté 3 milliards de dollars. C'est délirant, un chiffre pareil oui, mais on n'est pas du tout dans le même game. Avengers cible ultra large, des gosses aux ados, des jeunes adultes aux plus âgés. On parle d'un blockbuster qui parle à tout le monde, littéralement. Alors que Joker, c'est pas qu'un simple film, c'est presque un concept, une quasi-expérience. Et ça a marché. Contre toute attente, le public n'a pas du tout été repoussé par ce qui était annoncé. On a eu affaire à un Joker à des années-lumière des autres, et ça, on le doit bien sûr à la mise en scène de Todd Phillips, et surtout au talent et au jeu de Joaquin Phoenix. Phoenix méritait largement son Oscar, et pour la parenthèse, j'estime même que du côté des acteurs de son âge, aucun n'aurait pu mieux personnifier un personnage pareil. Hormis bien sûr Heath Ledger et
Christian Bale, l'acteur caméléon par excellence, le genre à être capable de jouer absolument tout type de rôle. Ça aurait été original de voir cet ancien Batman et opposant au Joker dans The Dark Knight incarner son propre ennemi 10 ans après, mais il aurait pas fallu abuser non plus, faut pas déconner. Une chose est sûre, Bale et Phoenix ont le point commun d'être excellents niveau acting. Et surtout, ils sont capables tous les deux de proposer des transformations physiques importantes, voire extrêmes. C'est d'ailleurs pour Joker que Phoenix nous a fait part de sa transformation la plus hardcore, vu qu'il a perdu près de 25 kilos pour le rôle, et ça, passé la quarantaine. Mais s'il y a bien une différence notable entre le jeu d'un génie de l'acting comme Christian Bale et Joaquin Phoenix, c'est la personnalité. J'insiste bien sur le comparatif avec Bale, car du côté des acteurs nés dans les années 70 et bien après, on n'a presque aucun comédien capable de rivaliser avec l'acteur gallois. Je vous invite à le voir dans American Psycho, dans The Machinist, dans The Fighter ou encore dans Vice. Que ça soit dans sa vingtaine, sa trentaine ou sa quarantaine, ce mec est juste parfait à absolument tous les niveaux. Et j'estime même qu'il fait partie des acteurs qui se bonifient encore plus avec le temps, et imaginez que ce soit encore possible. Pourtant, Phoenix a quelque chose que Bale n'a jamais trop osé incarner jusqu'ici, des personnages qui sont psychologiquement torturés. Quand vous prenez ses rôles les plus extrêmes comme dans The Machinist, Rescue Down ou encore American Psycho, Bale a toujours su apporter une touche de légèreté et de décalé dans ses prestations. On le prenait au sérieux, oui, parfois il nous fournissait des moments où ses personnages entraient à la limite du point de rupture, mais systématiquement, il retombait comme sur ses pieds avant de complètement sombrer. Pour moi, son rôle le plus mature, celui où il donne le plus d'intensité, c'est dans le rôle du capitaine Joseph Blocker dans Hostile de Scott Cooper. Il y incarne ici un vétéran de l'armée ayant fait et vu des dingueries lors de la conquête de l'Ouest. I've killed savages. I've killed plenty of them. 'Cause that's my fucking job. And from what I hear, Captain, there was never a man happier in his work. Look. I saw what happened to the 4th when Yellow Hawk and his dog soldiers got done with them. And there wasn't a... Don't you dare laugh. There wasn't enough left of those poor men to fill a slop pail. Understand, when we lay our heads down out here, we're all prisoners. Pour revenir à Joaquin Phoenix, on a affaire à autre chose, une sorte de comédien, un artiste qui, quand on lit entre les lignes, quand on écoute en interview, quand on le regarde, quand on observe ses prestations notamment dans Joker, on comprend que Phoenix semble rongé par la douleur. Lorsqu'il est pris dans ses crises de rire, on sent que Phoenix laisse parler son âme, son cœur, et on peut dire que quand on s'intéresse à sa vie, une part de lui fut complètement brisée à l'âge de 19 ans en 1993, quand son grand frère River Phoenix s'effondrera devant lui avant de mourir des suites d'une overdose à l'âge de 23 ans. Quand vous perdez votre grand frère quasi dans vos bras, un grand frère superstar en plus, car si River Phoenix n'était pas spécialement connu en France, aux États-Unis c'était un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération. Et Phoenix, à 19 ans, a vu son frère mourir après une soirée en nightclub, un événement qui laisse des traces juste indélébiles. Et quand on se penche sur sa carrière, les films ou encore les interviews de Joaquin Phoenix, il ne fait aucun doute que la mort de son jeune frère hante toujours son esprit. Perdre un frère, c'est comme perdre une partie de soi. C'est comme si quelque chose tapis dans le fond de votre âme disparaissait comme ça, définitivement. Et pourtant, malgré les années, malgré l'âge, eh bien, la douleur de la perte d'un être aussi cher semble toujours coller à la peau de Phoenix. Si au cours de sa carrière, il aura fourni quelques prestations où il a pu comme se transcender et apporter un jeu grandiose, j'estime que c'est dans Joker où il aura pu y exprimer son plein potentiel. Toute la négativité et toute la douleur qui semblent le hanter depuis plus de 30 ans. Car ce sont les mots qui me viennent en tête quand j'observe, quand j'admire la prestation de Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck. Dans son jeu et surtout dans son rire, je vois la douleur, la souffrance d'un homme abandonné mais qui lutte désespérément pour être comme tout le monde. Être considéré, être aimé, exister, tout simplement. Bien sûr, j'imagine bien qu'en privé, Phoenix n'est pas le plus malheureux des hommes, cependant je connais peu d'acteurs à avoir connu une tragédie comme la perte d'un grand frère, alors qu'il était à peine sorti de l'enfance. Ce genre de choses, ça laisse des traces ineffaçables. Et pour incarner un personnage comme Arthur Fleck, et c'est là toute la subtilité, il faut pouvoir transmettre, incarner la douleur, incarner la souffrance. Une souffrance très peu montrée à l'écran jusqu'ici quand vous creusez un peu. Beaucoup ont parlé le style de Joker avec Taxi Driver, et à raison, car Joker est assez ressemblant au chef-d'œuvre de Scorsese par certains aspects. Le décorum urbain, les bas-fonds d'un New York de la fin des années 70, la précarité des prolos, sans oublier le personnage principal, Travis Bickle, incarné par De Niro, qui, comme par hasard, occupera un rôle de premier plan dans Joker.
Dans Taxi Driver, on est en pleine immersion dans le quotidien d'un chauffeur de taxi, anciennement un soldat rentré du Vietnam, un homme torturé, seul et surtout isolé, un homme qui est en passe d'atteindre un point de rupture presque irréversible, en partie à cause de sa solitude et de son décalage avec le reste de ses contemporains. Pour autant, même s'il a pris très cher dans la vie, l'état psychologique de Travis Bickle est bien moins préoccupant que celui du pauvre Arthur Fleck. Si Joker semble proche de Taxi Driver dans son style et son univers, le film de Todd Phillips se révèle tout de même très différent quand on creuse un peu. Lui, il a sa propre identité, son propre style. Pour être tout à fait honnête, Joker ressemble pas seulement à Taxi Driver, mais au gros des films des années 70, l'âge d'or du nouvel Hollywood. Des films qui mettaient généralement en avant des gars des classes les plus modestes, dans des environnements urbains et au cœur de problématiques en lien avec la précarité et la violence sociale. Matez des chefs-d'œuvre comme Joe, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Serpico, Main Street, Un après-midi de chien ou encore Rocky, et vous verrez à quel point Joker est proche de ce type de film. Joker est d'ailleurs tellement ancré dans son monde qu'on a réellement l'impression qu'il est sorti fin 70, début 80. Ce qui m'oblige d'ailleurs à parler brièvement de l'esthétique et la mise en scène qu'on voit dans Joker. Si Todd Phillips a toujours su harmoniser ce qu'il montrait à l'écran, dans Joker il a tout simplement élevé la barre à un niveau juste inatteignable, car chaque scène, chaque plan dit quelque chose, au niveau des codes couleurs et des angles notamment. Même les passages les plus anodins semblent avoir été mûrement réfléchis pour dégager quelque chose de symbolique et d'inoubliable graphiquement. Pêle-mêle, on retiendra des moments qui resteront dans l'histoire. Le passage où Fleck monte et descend les célèbres escaliers, abattu et fatigué lorsqu'il gravit les marches, exalté et libéré lorsqu'il les descend. Véritable allégorie de la santé mentale du personnage. Ces plans dans le métro, cette manière de filmer les visages et cet autre personnage du film qu'est Gotham City, cette mégapole gigantesque et grouillante qui rappelle une prison. C'est aussi une des raisons pour laquelle certains sont passés à côté du film. Il était presque trop parfait visuellement. Parfait du début à la fin, et ça, à force, ça n'interpelle même plus. Et pour rappel, n'oubliez pas que ce film ne comporte quasi aucun effet visuel, aucun effet spéciaux. On est vraiment dans du pur cinéma, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Je n'oublierai jamais ce plan où Arthur observe Murray se moquer de lui depuis les backstage. Le choix des couleurs, la cigarette et sa fumée, Arthur qui observe, encaisse le mépris et l'humiliation dans cette posture. Un passage simple mais qui pour moi est juste prodigieux. Et bien sûr, je n'oublierai jamais le passage où Fleck rigole dans la bagnole de flic, ou celle où il se dessine un sourire avec son propre sang. Des passages juste époustouflants. Vraiment, je m'incline devant un boulot pareil, car on touche ici à la perfection, au cinéma avec un grand C. Il ne fait aucun doute que le film serait passé inaperçu si la photographie n'était pas aussi soignée, et ce qui est contradictoire, c'est qu'en dépit du professionnalisme qui est mis en scène, Joker dérange. Joker met mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que pour une fois, dans un film de grand studio, le personnage principal mis en avant incarne absolument tout ce qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir jusqu'ici. Quand vous allez voir un film au cinéma, généralement vous êtes du côté des gentils. Presque 100% des films mettent en scène une histoire à travers les yeux du good guy. Même quand c'est des méchants, ils sont quelque part un peu gentils, les fameux anti-héros. Les rares films qui mettent le point de vue du spectateur du côté des méchants, c'est très généralement du côté des longs métrages assez particuliers et extrêmes, comme The Devil Rejects de Rob Zombie. Tout le long du film, on suit une équipe de psychopathes. Autant dire que d'ordinaire, ce genre de concept est plutôt rarissime, pour un tas de raisons logiques et explicables. Et du côté des super-héros, on se met constamment du point de vue des super-héros, justement. Jamais du côté des bad guys, des villains ou des méchants. Et là, pour une fois, on a affaire à un film issu de l'industrie DC Comics, et l'on suit un méchant. Et pas n'importe quel méchant. Ici, on n'a pas affaire à un personnage badass et foncièrement malveillant. En soi, le concept serait pas trop mal, justement. Montrer un film en mode point of view du côté du Joker, comme ça a été le cas par exemple dans ce comics de 2013. Il faut d'ailleurs noter que le gros des jokers montrés jusqu'ici ont quelque chose d'inspirant. Ce sont des méchants, oui, mais aussi des stratèges, des chefs de guerre, des leaders et des gars qui n'ont pas peur de la confrontation physique directe, même face à beaucoup plus stock. Là on a affaire à autre chose. Oubliez les méchants calculateurs, agents du chaos et autres soldats du mal. Ici on est dans le monde réel, un monde avec des individus normaux, sans pouvoir particulier, sans compétences fantasques ni rien. Et le clown que l'on suit ici, c'est l'antithèse absolue de ses prédécesseurs. Dans le Batman de 89, le Joker s'appelait Jack Napier, l'assassin des parents de Bruce Wayne. Dans The Dark Knight, on a affaire à un agent du chaos, mi-expert en explosifs, mi-philosophe. Et dans Suicide Squad, on avait Jared Leto. Ici, Arthur est seul. C'est un sous-prolo qui, comme beaucoup, galère à survivre. Il n'a pas une thune et vit dans un coin qui ne fait pas spécialement rêver.
La ville de Gotham semble d'ailleurs être en pleine crise économique. Les gens sont désespérés et il pèse une ambiance absolument horrible pendant tout le film. Une ambiance démoralisante car tout le monde semble être malheureux dans ce système, quelle que soit la classe sociale. On est dans un monde dur, cruel, ultra individualiste et on sent que ça va bientôt péter. En partie à cause des inégalités sociales, toujours plus exponentielles, et je ne pense pas que ça soit un hasard que Todd Phillips ait eu l'idée de situer l'histoire au début des années 80, une époque où l'insouciance des années 60 et 70 venait d'être définitivement balayée. On entrait dans un nouveau monde, un nouveau système, austère, anxiogène et ultra-capitaliste. Et dans ce film, au milieu de tout ça, on a l'impression qu'il n'y en a que deux qui semblent vouloir apporter du sourire aux gens. Arthur Fleck, qui occupe un poste de clown et qui vise une carrière dans le stand-up, donc deux types de boulots très excentriques et très risqués pour l'avenir, et Murray, le présentateur d'un talk show humoristique très connu et suivi par un paquet de téléspectateurs. Ces deux-là semblent être les seuls à chercher à donner de la bonne humeur à un public qui subit la vie dans un contexte aussi morose. Mais si Murray est un professionnel du divertissement et qu'il est capable d'amuser la galerie, du côté d'Arthur, c'est autre chose. Contrairement à Murray, Arthur est malaisant. Il est très mauvais en humour et très mauvais dans le divertissement. Et ça pour plusieurs raisons. Des raisons que l'on comprendra au fur et à mesure que l'on avance dans le film. On découvrira pas seulement un homme rongé par le mal-être. Arthur a atteint un tel niveau de désespoir que sa simple présence suffit pour flinguer l'ambiance, alors qu'il cherche désespérément à, comme il le dit tout le temps, donner du sourire aux autres. Pourtant, et c'est là l'originalité du scénario et son histoire, nous n'avons pas affaire ici à un être foncièrement malveillant qui planque des cadavres dans son placard. Et je pense que quelque part, une partie du public aurait préféré. Arthur n'est ni un psychopathe, ni un tueur en série. C'est un homme malheureux, qui souffre et qui subit la vie. Une vie dure, froide et qui ne semble pas vouloir de lui. Car personne ne semble vouloir lui faire de cadeaux. Que ça soit dans son travail ou dans le privé, Arthur est méprisé, humilié, rabaissé ou au mieux, considéré comme inexistant ou juste bizarre. Le Joker que l'on découvre ici appartient au camp des losers, des ratés, des gars mis sur le côté, des malchanceux de la vie, ceux qu'on ne calcule pas, qu'on n'a pas envie de calculer, ceux qu'on n'a pas envie de voir. Jamais. Ça c'est je pense un critère qui a dû perdre pas mal de monde en chemin. Il est où le méchant calculateur, radical et badass des comics, des films et des jeux vidéo? Là on est dans l'opposé le plus total. Et c'est une des raisons pour lesquelles Joker est un chef-d'œuvre. Non seulement le film réinvente complètement le genre en mettant en avant un personnage de premier plan juste jamais vu, à savoir un homme malheureux, rongé par les traumas et qui de par ses traumas vit dans une sorte de décalage avec le reste de la société, comme quand on le voit se marrer sur des trucs qui font rire personne lors du passage du stand-up. Il est impossible d'éprouver une haine raisonnée pour Fleck, car il est passé par tellement de souffrances au cours de sa vie que son état mental n'est qu'une conséquence, non un choix. Vers un peu plus de la moitié du film, nous arriverons au point culminant au niveau scénaristique. On comprendra qu'Arthur n'est pas qu'un simple fou ni un paumé ayant enchaîné les mauvais choix de vie, par malchance ou mauvais calcul. C'est avant tout une victime de la folie d'une femme, sa mère dont il s'occupe quotidiennement. Une vieille femme qui maintient l'idée qu'elle était autrefois casée avec Thomas Wayne, au point de faire croire à son fils que son propre père serait ce dernier, entre autres. En parallèle à son job et sa dévotion pour sa mère, on découvre qu'Arthur est régulièrement suivi par une psychologue. Il lui fait part de ses pensées négatives et de sa vision du monde. Arthur est contraint de prendre toute une batterie de cachetons pour tenir le coup. Tout au long du film, le protagoniste ne subira que des épreuves douloureuses, jusqu'au point de rupture où, horrifiés, nous découvrirons en même temps que lui, à la lecture d'un dossier de l'asile d'Arkham, qu'Arthur a été adopté donc par sa mère et qu'elle l'a laissé se faire persécuter et brutaliser par son petit ami quand elle était plus jeune. Cette crevure a fait subir à Arthur des sévices absolument ignobles. Traumatisé, Arthur avait enfoui toutes ses horreurs au fond de lui, et sa mère était dans le déni absolu. Elle ne l'a jamais aidé, jamais protégé, et elle maintenait qu'elle entretenait une histoire avec Thomas Wayne, alors qu'elle n'était qu'une modeste servante à son manoir. Si Arthur Fleck est considéré comme un méchant par beaucoup, j'ose considérer davantage Arthur comme une victime. Victime de mauvais traitements, victime du mépris et d'une haine généralisée, balancé au cœur d'une jungle urbaine où seul le plus fort a une chance de s'en sortir. Même s'il est constamment habité par un sentiment d'angoisse et de dépression clinique, Fleck reste un homme altruiste, il ne veut pas que les autres souffrent comme lui, et il cherche à apporter le sourire et la joie à son entourage. Car de par ce qu'il a subi, son empathie pour les autres est surdéveloppée, d'où son besoin de prendre la vie de façon légère et avec humour, au point de développer un trouble dissociatif de la personnalité, comme lorsqu'il s'invente une romance avec sa voisine, sans oublier le développement de son rire pathologique et incontrôlable, héritage des abus qu'il a subis au cours de son enfance.
Arthur n'est ni un guerrier ni un génie du crime. En revanche, il deviendra un symbole. Le symbole d'une classe sociale méprisée et toisée de haut par une hyperclasse hors sol, comme le montre très bien le passage où Thomas Wayne toise de haut le petit peuple du haut de son autorité morale. On notera d'ailleurs que le Thomas Wayne mis en scène dans Joker est à des années-lumière du Thomas Wayne que l'on découvre dans Batman Begins de Christopher Nolan. C'est même assez drôle de comparer les deux tellement ils sont opposés au niveau de ce qu'ils incarnent. Et à quel moment Arthur deviendra un symbole ? Après avoir tué 3 gosses de riches qui l'ont bully dans le métro, et après avoir buté Murray en plein direct. Murray était apprécié d'une partie du public, oui, mais aussi méprisé par une autre, un public qui a bien compris que ce dernier ne s'intéressait qu'à son audimat, et pas spécialement à grand chose, notamment ce qui pouvait se tramer dans les rues de Gotham, en cette période de crise économique et de coupe budgétaire. Si Arthur est considéré comme un méchant, vous noterez qu'il ne prend aucun plaisir à faire souffrir les innocents, et à aucun moment il ne cherchera à blesser ou brutaliser des gens qui n'ont rien demandé. Les seules personnes qu'on le verra tuer sont les 3 mecs qui l'agressent dans le métro, sa mère qui est responsable de l'enfer mental qu'il doit subir, Randall, un gars qui lui a fait quelques coups de pute, et Murray qui l'a humilié aux yeux du grand public. On peut lui imputer le lynchage de 2 flics, qui ne faisaient que leur travail, lors de la course-poursuite du métro à la rigueur, cependant, hormis ces gens-là, il n'aura touché personne d'innocent, jusqu'au point de rupture finale où l'on comprend qu'il a tué la psychologue qui l'interrogeait à la toute fin du film. À ce moment-là, on peut considérer qu'Arthur a définitivement basculé dans le camp des méchants. Mais pour basculer dans ce camp-là, on peut dire qu'il aura mis du temps avant d'y arriver. Plus on va avancer dans le film, et plus le personnage va évoluer à contresens. Et le contresens, j'ai envie de dire que c'est presque le leitmotiv de l'histoire d'Arthur Fleck. Au début du film, rappelez-vous, Arthur semble être simple d'esprit et maladroit. Or, plus on avance, plus sa santé mentale se détériore, plus il se révèle rusé et astucieux. Anxieux et angoissé, il finit par faire preuve d'intrépidité et semble embrasser la radicalité de son existence, ne l'interprétant plus comme une tragédie, mais comme une comédie. Plutôt fragile physiquement, il semble se renforcer avec le temps. On le voit un moment se faire coucher par une droite dans le métro, et un peu plus tard, il se relève en un claquement de doigts après s'être fait percuter violemment par une bagnole. Plus Arthur assume qui il est, plus il semble comme renforcé mentalement et physiquement. Si au départ il semble vouloir se faire tout petit et semble vaciller à la moindre réflexion, il finit par faire preuve de plus en plus de courage et d'assurance au fur et à mesure que sa vie part en vrille. Et cette résistance face aux épreuves a fait d'Arthur Fleck un symbole, une étincelle qui donnera des émeutes chaotiques dans Gotham, un citoyen lambda qui embrassait les épreuves de la vie pour en faire une force de frappe et ainsi servir de porte-voix aux radicaux et aux marginaux de la ville. Rappelez-vous de cette scène quand Arthur rigole dans la bagnole de flic, ce qui le fait rire ce n'est pas simplement le chaos, mais le soulèvement de mecs comme lui. Des gens qui portent des masques de clown et qui se soulèvent contre ceux qui leur pourrissent l'existence de façon directe ou indirecte. Beaucoup trop j'estime ont cru à tort que le Joker de Todd Phillips n'était qu'un vulgaire réquisitoire anti-riche. Je pense que c'est un peu plus subtil que ça, et que si le film devait montrer potentiellement quelque chose, ce sont les risques, les conséquences d'une politique, d'un système qui fait la leçon au peuple tout en l'exploitant. Alors oui, le discours paraît simpliste dit comme ça, mais la réalité n'est-elle pas simpliste, justement ? Une chose est sûre, Joker est un des films les plus ambitieux jamais produits par DC, du point de vue du scénario déjà d'une, et Arthur Fleck est sans aucun doute l'anti-héros ultime, un antagoniste comme on n'en a jamais vu jusqu'ici, et comme on n'en verra sans doute plus jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le format, n'hésitez pas à me partager votre théorie, vos analyses, dites ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, ciao.